Salut à tous, Dereon Peta de la chaîne Geopolitica Mondiale ici, et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va droit au but. Je vais vous poser une question. Vous pensez que le monde va mieux ou pire par rapport à avant? Et je suis sûr que la plupart d'entre vous va dire que c'est pire. Et je vais être d'accord avec vous si vous me dites que c'est pire qu'il y a 10, 20, 30, 40 ans, peut-être, au maximum 50 ans. Mais au-delà de ça, je ne serai pas d'accord et je vais le prouver empiriquement dans la vidéo d'aujourd'hui. Oui, l'humanité va mieux. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez. Si vous partagez, vous aidez Geopolitica Mondiale à grandir et à exister, car YouTube risque sinon de le reléguer dans les recoins obscurs d'Internet. Votre soutien est donc essentiel. Je suis Dereon Peta et voici Geopolitica Mondiale. Une idée morale, si elle n'est pas accompagnée de moyens pour être mise en œuvre, devient une utopie inatteignable. Mais un niveau technologique élevé, sans une moralité pour le réguler, devient une dystopie infernale. Historiquement, l'équilibre entre ces deux éléments a été fondamental pour développer la société. Il est inutile qu'une philosophie ou une idéologie défende un monde idéal irréalisable sans causer de souffrance économique à la population. C'est pourquoi adopter une idée qui ne peut pas être réaliste va inévitablement entraîner de la souffrance et un recul. Et tous les acquis obtenus jusque-là finissent par se perdre à cause de cette bonne idée. Après tout, souvenez-vous de la phrase « Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions ». D'un autre côté, lorsque de nouvelles technologies et connaissances apparaissent bien en avance sur les normes éthiques et morales d'une société, ce que nous avons souvent vu, c'est la boucherie, le totalitarisme et le génocide. Ce qui finit par épuiser cette population et conduire à la chute de cet empire, de ce pays ou de cette nation. La moralité n'existe pas dans le vide. Elle est toujours conditionnée par la capacité matérielle d'une société à mettre en œuvre ce qu'elle considère comme moralement souhaitable. Lorsqu'une norme morale exige des comportements que la base technologique n'est pas capable de soutenir, cette norme ne relève pas d'une éthique pratique. C'est de l'idéalisme abstrait, un monde idéal qui ne peut pas être atteint et qui devient donc quelque chose de vide. Cela n'oriente pas l'action. Cela ne fait que projeter des désirs, qui, s'ils sont imposés de force, finissent par causer plus de tort que de bénéfices. L'esclavage en est un exemple parfait, parce qu'il était déjà critiqué moralement par de nombreux philosophes et prêtres plusieurs siècles avant l'époque moderne. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, l'esclavage n'était pas une déviation morale isolée, mais un élément structurel du système économique en place. Elle était directement liée à la productivité agricole, à la logistique urbaine, à la construction d'infrastructures et même à l'entretien des armées qui dépendaient de la force humaine pour continuer à fonctionner. C'était une institution clé de l'économie. La combattre signifiait briser le fonctionnement de cette civilisation, que ce soit en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie ou même dans les Amériques. C'est pourquoi les discours condamnant l'esclavage étaient peu pris au sérieux, car c'était tout simplement quelque chose d'impraticable. Le coût d'une transition était trop élevé pour que le système puisse le supporter sans s'effondrer. Avant les machines, avant les combustibles fossiles, avant l'automatisation, l'alternative à l'esclavage n'était pas le travail libre et digne, mais un effondrement de la production. Défendre la fin de l'esclavage dans ce contexte n'était pas une position morale applicable, c'était une négation des conditions matérielles de cette civilisation qui existait. La moralité ne devient opérationnelle et applicable à grande échelle que lorsque la technologie crée un espace pour elle. La fin de l'esclavage ne devient structurellement possible que lorsque des sources d'énergie non humaines commencent à apparaître, comme le charbon, la vapeur, l'électricité et les moteurs, qui allaient remplacer le travail forcé à grande échelle. À partir de ce moment-là, la moralité abolitionniste cesserait d'être utopique et deviendrait un véritable choix politique. Ce qui n'était qu'un discours est alors devenu applicable et, par conséquent, c'était désormais quelque chose de réaliste. Et l'inverse était également vrai. La technologie sans cadre moral n'est pas un progrès, c'est une amplification du pouvoir brut. Toute innovation augmente la capacité d'action humaine, mais n'en définit pas la direction. Sans limites éthiques, la technologie tend à maximiser l'efficacité, le contrôle et la domination, car ce sont les vecteurs naturels des systèmes compétitifs. Le résultat n'est pas la neutralité, mais une dystopie, avec des sociétés hautement efficaces pour produire de la souffrance, de la surveillance et une asymétrie de pouvoir.
Comme toujours, celui qui lit Karl Marx devient socialiste, mais celui qui lit Marx et le comprend devient capitaliste. C'est parce qu'il dit dans la préface de Contribution à la critique de l'économie politique que les relations sociales et juridiques sont conditionnées par le mode de production matérielle. La moralité ne peut pas s'imposer contre la base productive. L'esclavage pour lui n'était pas une erreur morale, mais une relation de production compatible avec un certain niveau technologique. La morale abolitionniste ne devient historique que lorsque la productivité rend le travail libre plus efficace que le travail forcé. Le travail salarié, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'apparaît pas parce qu'il serait plus moral, mais parce qu'il est plus productif, flexible et compatible avec l'accumulation du capital. Quant à Max Weber, il aborde le problème différemment. Dans le livre L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il montre que les valeurs morales ne deviennent dominantes que lorsqu'elles sont fonctionnellement compatibles avec l'organisation économique et technique de cette société. Il y a un passage dans son livre que j'aime beaucoup où il explique que, pour la mentalité puritaine, Dieu s'oriente d'abord selon des critères moraux et ensuite selon l'importance que les biens à produire dans la société ont pour la collectivité. Ainsi, lorsque les éthiques s'opposent à l'efficacité matérielle, elles deviennent marginales ou sont abandonnées. Ainsi, pour lui, la moralité doit fonctionner dans le monde réel. Donc, d'une certaine manière, on pourrait comprendre que, dans ce sens, il voulait dire que la morale victorieuse est celle qui s'adapte à l'efficacité matérielle. Si vous suivez la chaîne, vous avez sans doute vu la vidéo sur les 4 singularités technologiques. Sinon, le lien est en description et je vous conseille de la regarder plus tard. Parce qu'une chose qui est directement liée au concept des singularités technologiques, ce sont les nouvelles perceptions de la réalité que chacune d'elles apporte. Voyez que les singularités technologiques sont des technologies clés, ou des goulets d'étranglement, selon votre point de vue, qui changent tout. Et je dis littéralement tout. Elles sont donc rares. Seules 4 ont été observées depuis le début de l'humanité. L'une des choses qu'elles provoquent, c'est le changement dans la façon dont les êtres humains interprètent la réalité et interagissent avec l'univers. Autrement dit, imaginez que nous ouvrons une boîte de Pandore. Nous ne pouvons plus la refermer, et même si nous essayons, cela ne sert à rien, car ce qui en est sorti est déjà sorti. Sauf qu'au lieu d'une seule boîte de Pandore, nous en avons 4. Maintenant, ce qu'il y avait dans chacune d'elles est sorti. La façon dont nous voyons et comprenons tout ce qui nous entoure, la réalité elle-même, a également changé à cause de cela. Alors maintenant, nous comprenons tout de manière plus détaillée et plus globale. Cela change la façon dont nous interagissons avec la nature, avec l'univers, avec nous-mêmes et avec les autres. Cela concerne aussi la morale. Il y a 2 scientifiques que je recommande, qui parlent plus ou moins dans ce sens, ce sont l'historien Lewis Manford et Hans Jonas. Lewis dit dans Technique et civilisation et dans le mythe de la machine que toute technologie crée un champ moral possible. Certaines éthiques sont impossibles sans certaines technologies, et certaines technologies, inévitablement, exercent une pression sur la moralité existante. C'est pourquoi, lorsque la technique progresse plus vite que l'éthique, émerge ce qu'il appelle la méga-machine, un système techniquement efficace mais moralement corrompu. Dans ces cas-là, ces machines traitent les humains comme de simples composants. Il explique que l'attention excessive portée à la comptabilité et à la standardisation, ainsi que l'idolâtrie des chefs militaires, élevés au rang divin, sont des caractéristiques de ces méga-machines. Comme la nature répétitive des peintures égyptiennes représentant les pharaons comme des dieux, ainsi que l'exposition de portraits agrandis de dirigeants communistes comme Mao Zedong et Staline. Semblable à Hans Jonas, qui affirme que le pouvoir technologique moderne engendre des actions dont les conséquences morales n'existaient pas auparavant, et pour cette raison, il existe une nouvelle éthique. L'ancienne moralité, si elle est appliquée à la nouvelle technologie, engendre de l'irresponsabilité. La nouvelle technologie, sans une nouvelle éthique, engendre la catastrophe. Alors l'éthique doit, entre guillemets, atteindre la portée du pouvoir technique. Ce que je veux dire, c'est que le monde ne va pas plus mal à cause d'une supposée régression morale, contrairement à ce que pensent les traditionalistes ou nostalgiques idéalisant un passé inexistant. Mais le monde semble pire parce que nous sommes devenus moralement incapables de tolérer des choses qui étaient auparavant normales. Fréquemment, un traditionnaliste dira « abandonne la modernité et embrasse la tradition ». Cependant, cela ne sera pas possible dans la grande majorité des cas. Les nouvelles technologies créent des points de non-retour, rendant impossible tout retour en arrière. On peut seulement guider la nouveauté en s'appuyant sur le passé. Voyez que, pendant presque toute l'histoire humaine, la violence domestique était quelque chose de normal.
L'esclavage était normal, le travail des enfants était normal. Les agressions sexuelles étaient aussi perçues comme une récompense normale en temps de guerre. La mort de masse était aussi considérée comme normale et, selon le contexte, même vue comme éthiquement justifiable. Ce qui a changé, ce n'est pas l'existence du mal en soi, c'est le seuil d'intolérance morale que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, un cas isolé devient un scandale mondial, justement parce qu'il est unique. À mesure qu'il prend de l'ampleur, l'indignation sociale augmente. Il est évident que nous devons éviter le piège de juger le passé avec le regard moralisateur d'aujourd'hui. Après tout, l'interprétation de la réalité était différente à l'époque. Justement parce que la connaissance de l'environnement était plus limitée et surtout que les moyens technologiques et les connaissances imposaient certaines limites à la moralité de l'époque. Aucune société en progrès moral ne se sent à l'aise. Le confort moral est le signe de la stagnation, et non du progrès. Voyez que pendant des siècles, les informations sur ce qui se passait étaient limitées à quelques rares personnes qui savaient lire et écrire. Aujourd'hui, la moyenne mondiale des personnes sachant lire et écrire après 15 ans est de 87%, mais il y a seulement 70 ans, dans les années 50, elle était de 50 à 56%. Et, avant 1900, seulement environ 10% de la population mondiale savait lire. Donc la lecture et la diffusion de l'information étaient un des outils centralisés entre les mains d'une minorité très très réduite. Au XXe siècle, avec la radio et la télévision, cela s'est élargi. Pourtant, la diffusion de l'information restait limitée à quelques propriétaires de chaînes, souvent liés au gouvernement, contrôlant ainsi ce qui pouvait être diffusé. Mais à partir des années 2000 Internet, en 25 ans, a presque transformé l'information en une sorte de blockchain, retirant le contrôle et le monopole de l'information aux grandes chaînes qui étaient liées au gouvernement. Et même si les propriétaires des big tech essaient de contrôler les publications de ce qui est diffusé, comme ils l'ont fait, on remarque qu'ils ont même perdu cette capacité. Parce que le fait est que cette dispersion des sources d'information est un autre point de non-retour, que même eux ne parviennent pas à contrôler. Au mieux, ils parviennent à le diluer un temps. Bien sûr, il y a encore de la manipulation de l'information. D'ailleurs, elle existe aujourd'hui à une échelle même plus grande qu'auparavant, mais ce n'est plus comme avant, justement parce qu'il y a maintenant beaucoup plus de sources d'information. Donc nous avons aujourd'hui bien plus de guerre de l'information que pendant n'importe quelle autre période. Et cela a un impact sur la moralité des sociétés dans le monde entier. La technologie a amplifié l'information, exposé des abus, donné la parole à plus de personnes, connecté des réalités auparavant invisibles. Le résultat a été plus de chocs moraux par unité de temps, un sentiment d'effondrement éthique et une perception d'excès de conflit. Mais ce n'est pas de la décadence. C'est de l'épuisement, de la fatigue, une compression temporelle du progrès moral. Et une chose importante que vous devez comprendre, c'est qu'une société ne peut discuter de moralité que lorsqu'elle a déjà résolu au moins le minimum pour survivre. Bien qu'il existe encore de la pauvreté dans le monde, elle n'a rien à voir avec celle d'il y a 50 ans et encore moins avec celle des siècles précédents. Donc il y a eu une hausse de la production de richesses, qui bien sûr n'a pas été répartie de manière égale dans le monde, ni même à l'intérieur des nations. Mais il est indéniable que cela s'est produit. Il restait donc du temps pour que la majorité des gens puissent se concentrer sur la recherche de ce qui est ou non moral et éthique. Parce qu'ils n'ont plus besoin de se préoccuper 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de l'eau, de la nourriture et de l'énergie. Cela bien sûr peut aussi avoir un effet négatif en donnant lieu à un excès de moralisme que l'on voit aujourd'hui, où les gens deviennent excessivement moralisateurs, ennuyeux, s'offensant pour n'importe quoi, où tout devient ennuyeux parce que tout peut être offensant. Mais c'est aussi une réaction radicale qui a tendance à diminuer avec le temps, au fil des décennies. Voyez que nous atteignons des niveaux de productivité sans précédent historique, où les gens devront se surveiller quant à ce qu'ils vont produire, car cet excédent productif pourrait finir par être destructeur. Les soi-disant deepfakes, qui placent le visage de n'importe qui dans n'importe quelle scène, atteignent un niveau de perfection toujours plus élevé, et il sera bientôt impossible de distinguer le faux de la réalité. Alors comment juger une personne dans une situation érotique, dépravée et humiliante, si cela peut être faux et que n'importe qui, y compris vous-même, pourra en être la cible demain? Ou alors les technologies d'impression en 3 dimensions où n'importe qui pourra imprimer des armes chez soi. C'est un point de non-retour, ça ne sert à rien de réglementer.
Les cris des parlementaires, les décrets des juges et des procureurs, ou les insignes des policiers ne serviront à rien pour empêcher que cela se produise, car encore une fois, la société fonctionne déjà d'une manière presque similaire à celle des blockchains. Les tentatives de réglementer cela auront une durée de vie courte, de quelques années seulement. Les autorités qui essaieront de s'imposer face à cela lutteront contre une force de la nature, et elles seront finalement humiliées par cette force supérieure, voyant leur pouvoir ne signifier absolument rien. Parce que cette connaissance associée à cette technologie va se diffuser parmi de nombreuses personnes à travers le monde entier, et sera donc hors du contrôle de ces autorités. Ne doutez pas que la capacité des gouvernements à gérer cela, même s'ils imposent des réglementations, va échouer. Cela mènera à une période chaotique qui obligera la population à se moraliser elle-même, car elle sera plus consciente des conséquences de ses actes, et non pas parce que quelque chose est nécessairement interdit par la loi. Je ne dis pas que ce sera un monde parfait, mais que le conflit actuel est le prix du progrès et qu'il a tendance à se stabiliser avec le temps. Et jusqu'à ce que cette stabilisation volontaire arrive, ne vous y trompez pas, il y aura beaucoup de sang et de souffrance. Nous sommes poussés vers une ère où l'éthique ne sera plus imposée par la peur de la punition de l'État, mais par la nécessité de vivre ensemble. Si n'importe qui peut causer d'immenses dégâts, la confiance et la réputation deviendront les monnaies les plus précieuses, encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il est clair qu'il y a une place pour l'optimisme. Pas parce que la technologie serait quelque chose de bon, mais parce que l'humanité a prouvé qu'elle savait s'adapter. Et nous sommes arrivés à ce niveau de puissance technologique avec un héritage millénaire de philosophie, de religion et de morale. Peut-être que le chaos initial n'est qu'une douleur de croissance nécessaire pour que nous cessions d'être sous la tutelle de l'État et que nous devenions moralement plus cohérents. Ce que je veux dire, c'est que parmi tous les moments historiques où cette technologie aussi disruptive aurait pu arriver, au moins elle est arrivée. Dans le moins pire des moments, où nous avons au moins une chance de retrouver un équilibre par nous-mêmes. Eh bien les amis, face à tant de mauvaises nouvelles, des assassinats, des vols, des enlèvements, le crime organisé et le trafic de drogue qui ne cessent de croître, je comprends vraiment que cela donne l'impression que nous assistons à une démoralisation de la société. Encore une fois, comparé à quelle période, c'est comme faire 2 pas en avant et parfois 1 en arrière, et en ce moment, nous avons reculé. Mais tu vas te souvenir de ce film Matrix, quand ils sortent Neo du milieu des machines, ils le mettent dans la lave, il ouvre les yeux, ses yeux le brûlent, et il se plaint. Morpheus se tourne vers lui et dit « Oui, tes yeux te brûlent, parce que c'est la première fois que tu les utilises. » Pourquoi mes yeux ? Parce que tu ne les as jamais utilisés. C'est ça qui se passe. Pour la première fois, tu utilises tes yeux et tes oreilles. Et tu es confus, tu vois tellement d'informations arriver vers toi que ça te fatigue, ça t'indigne. Mais cet épuisement, cette fatigue, elle est cognitive, pas morale. Le fait que tu sois indigné par ces autorités corrompues qui utilisent dans ton argent si durement gagné, qui le prennent à travers des impôts de plus en plus abusifs, et si tu ne paies tes pas, tu vas en prison et ils utilisent cet argent justement pour protéger les criminels. Cette indignation, cette colère, cette fureur, c'est le signe d'une meilleure moralité. Tu ne peux pas cautionner ces choses injustes. Donc, si tu es indigné, oui, tu fais partie d'une société plus morale. Et bien sûr, les informations sont plus exposées, elles sont, disons, plus flagrantes qu'avant, donc ça fatigue. C'est une phase de transition que nous sommes en train de vivre. Nous devons aller vers une société plus morale, car avec les nouvelles technologies disruptives, il n'y a pas d'autre choix. Ce n'est pas que je sois optimiste à l'idée que le monde va s'améliorer. C'est que si la société ne se moralise pas, face à ces technologies qui deviennent prendre de plus en plus destructrices, la seule option, en dehors de cette amélioration, c'est l'extinction même de l'espèce humaine. Donc ce n'est pas que je crois ou que j'espère que ça va s'améliorer, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Soit nous nous améliorons dans les prochaines décennies, soit ces nouvelles technologies vont exterminer l'humanité. C'est aussi simple que ça. C'est tout ou rien. Alors, merci beaucoup à tous, j'espère que ça vous a plu. Partagez cette vidéo avec tout le monde que vous connaissez pour aider la chaîne à continuer de grandir. Mais si vous aimez vraiment la chaîne Geopolitica Mondiale, pensez à devenir membre. En devenant membre, vous garantissez non seulement que la chaîne continue d'exister, mais vous accédez aussi aux vidéos en avant-première et aux lives exclusifs. La possibilité d'interagir directement avec moi, l'accès au groupe Telegram, où j'interagis aussi souvent. Et en plus, selon votre catégorie, votre nom apparaîtra ici à la fin en remerciement dans la liste des crédits. D'accord ?
Alors merci beaucoup à tous, à bientôt. Et à la prochaine vidéo.